Bienvenue à toutes et à tous dans Deuxième Prise, un nouveau format sur la chaîne où on va parler de remake et comparer l'œuvre originale avec la réadaptation. Pour la prochaine fois, on perd pas les bonnes habitudes, je vous propose de choisir en vote. On va parler de Infernal Affairs et Les Infiltrés, ou alors de Old Boy avec la version de Spike Lee. En 1992, débarque un tout petit film ayant coûté 1,2 million de dollars. Son jeune réalisateur est un ex-employé du vidéoclub Video Archives qui s'était déjà fait remarquer dans ce travail pour son amour des films obscurs et méconnus. À l'époque, il commence à peine à trouver du travail à Hollywood, notamment en tant que scénariste et dialoguiste. Le premier long métrage qui le révélera aux cinéphiles sort donc en 1992 et s'appelle Reservoir Dogs. Vous l'avez compris, on parle du premier film de Quentin Tarantino. Ce premier coup d'éclat pose toutes les bases de ce que deviendra la filmographie du cinéaste. Un réalisateur qui sera souvent adoré, parfois détesté, mais qui changera indéniablement le cinéma de son époque. Mais Reservoir Dogs, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un scénario, écrit en 3 semaines et demie, pour lequel Tarantino a dû se battre. En effet, plusieurs investisseurs acceptaient de lancer le projet à la seule condition qu'il soit réalisé par quelqu'un d'autre, comprendre par un réalisateur déjà connu. Un investisseur canadien a même proposé 1,6 million de dollars à Tarantino, soit plus que le budget complet du film, simplement pour qu'il termine l'histoire sur un happy end plus conventionnel. C'est finalement grâce à Harvey Keitel que le projet peut se concrétiser et trouver des investisseurs qui laissent au réalisateur toute sa liberté. Le simple fait que Keitel accepte un des rôles principaux rendait Reservoir Dogs crédible aux yeux de l'industrie. En plus de ça, Harvey Keitel va même coproduire le projet, prouvant à quel point il croit en Quentin Tarantino. Présenté en avant-première à Sundance, le film attirera l'attention de Miramax, qui en rachète les droits de distribution sur le territoire nord-américain. Acclamé par la critique, le film connaît un succès box-office très encourageant. Au-delà d'un succès cinéphile, Reservoir Dogs fait parler de lui auprès d'un large public pour son utilisation décomplexée de la violence à l'écran. Where he's got the cop in a chair at one point, and I said, I don't want to see this. So I left, and so did Wes Craven. What? And we went, and he got so jazzed by that, that he got you guys to get out of it. Wes Craven couldn't take my movie, and Rick Baker couldn't take my movie. It's so cool, Au final, s'il a peut-être perdu en choc tant la formule Tarantino a été imitée depuis, Reservoir Dogs reste aujourd'hui une étape cruciale dans l'évolution du cinéma américain. On y retrouve toute la formule du cinéma de Tarantino, une écriture incisive, des dialogues à la fois immersifs et emblématiques, une mise en scène sans concession, tout le dynamisme, toute la cruauté et la joie ludique de son cinéaste transparaissent à l'écran. On y retrouve également le rapport de Tarantino à la violence, au mélange de genres, au cinéma en général. D'ailleurs, Reservoir Dogs fait référence à de très nombreuses œuvres. La première est certainement le classique hongkongais City on Fire de Ringo Lam. Tarantino n'a jamais caché le fait que ce film l'a grandement inspiré. Il cite également L'Ultime Razzia de Stanley Kubrick. Et puis déjà à l'époque, Tarantino mentionne Django comme une inspiration, notamment pour la fameuse scène de torture. Ce qui frappe dès les premières interviews du cinéaste, c'est la versatilité de ses inspirations. Western spaghetti, polar hongkongais, film de casse américain, classique néo-noir, cinéma français, série B, série Z, chef-d'œuvre absolu comme pépite méconnue, tout y passe. On devine ce qui deviendra une filmographie méta, ultra référencée, qui utilise le cinéma comme un langage intradiégétique. Chez Tarantino, le cinéma est tout puissant, au point d'être l'arme qui peut changer l'histoire. Tuer Hitler, renverser l'esclavagisme, éviter le massacre de la famille Manson, le cinéma peut tout faire. Il était donc évident qu'avec un tel amour de la référence et des œuvres toutes plus marquantes les unes que les autres, Quentin Tarantino serait maintes fois copié. Parfois pour le meilleur, très souvent pour le pire, ce qui nous conduit à l'œuvre assez étrange dont je voulais vous parler aujourd'hui. Un remake pas totalement officiel, donc un plagiat ? Ouais, c'est ça l'idée. Un plagiat improbable de Reservoir Dogs qui nous vient de Bollywood. Et le film s'appelle Kante. Vous me connaissez, dès qu'on parle de cinéma indien, j'ai envie de prouver à quel point c'est un pays qui offre des films passionnants.
terriblement sous-estimé et qui mérite largement la découverte. Mais voilà, avec Kante, je risque d'être un poil plus critique. Déjà, il faut parler de son réalisateur, Sanjay Gupta. C'est un cinéaste à part dans l'industrie bollywoodienne. Avec 13 films réalisés en 28 ans de carrière, il a la réputation d'être un cinéphile passionné, toujours à la recherche d'une nouvelle perle. Le problème, c'est qu'étant plus cinéphile que cinéaste, il est aussi très connu pour piocher, pour le dire poliment, chez à peu près toutes ses inspirations. Et autant se le dire, Gupta pioche de partout. On retrouve dans sa filmographie des remakes officiels de U-Turn de Oliver Stone, 7 Days de Won Shin-yoon, ou encore un plagiat immonde au possible de Old Boy de Park Chan-wook. Cela dit, sa relecture de Old Boy a au moins le mérite d'être divertissante dans tout ce qu'elle rate, ce qui rend son film au moins plus intéressant que l'horrible version de Spike Lee, dont on parlera peut-être la prochaine fois. Gupta, c'est donc un cinéma de copie, souvent à la limite de la malhonnêteté, et un sens de l'esthétique bien à lui. Kante nous offre un filtre jaune crasseux qui fait ressembler Los Angeles au Mexique ou au Moyen-Orient vu par Hollywood. Zinda avait un filtre bleu canard WC, Jazba virait vers le filtre jaune vert gastro, Mumbai Saga embrasse le vert pelouse, bref, l'univers esthétique de Sanjay Gupta est maniéré, saturé, extrêmement laid et donne envie de faire tester son potentiel daltonisme. Alors accrochez vos lunettes 3D, avec un peu de chance ça pourrait rééquilibrer la colorimétrie, et c'est parti pour Kante. Le film s'ouvre sur un discours de préparation du futur Cass. On cerne les personnalités de l'équipe, on voit directement qui est le cerveau, à savoir un Amitabh Bachchan qui pète l'écran de charisme comme toujours, qui est le comic relief insupportable, ce mec-là, on y reviendra plus tard, qui est le génie hacker, le mec impulsif, etc. Mais cette première séquence nous annonce surtout la différence majeure entre Kante et Reservoir Dogs. Plutôt que de nous plonger en plein cœur de l'action, on va explorer l'avant-braquage, les personnalités et intentions de chaque personnage, leur créer un contexte familial, etc. Et là où le suspense du film de base était justement qu'on ne savait rien sur ces gens et que comme eux on ne se fiait à personne, Gupta débarque avec ses gros sabots pour nous émouvoir. Essayer de les rendre humains, attachants, c'est un parti pris. Les séquences suivantes nous expliquent pourquoi chaque personnage s'est trouvé en garde à vue, ce qui vient au passage donner une sorte de justification morale au braquage à venir. Globalement, la raison est toujours la même. Discriminés parce qu'ils sont indiens aux États-Unis, nos personnages décident de se venger en braquant la banque qui gère la paye des policiers. Et quand on considère que le film est sorti post-11 septembre, et toutes les discriminations qui ont suivi pour les communautés indiennes aux États-Unis après cette date, ça a du sens. Ça aurait pu être un vrai propos politique. On revient ensuite sur leur arrestation. Les interrogatoires absurdes, ça fait chanson sensuelle vulgaire misogyne numéro 1, re-interrogatoire, retour en cellule, et après bientôt 40 minutes de film, nos personnages sortent enfin à l'air libre, sous un soleil qu'on devine plombant, grâce, une fois encore, à ce magnifique filtre orangé, façon Hollywood filme le Mexique ou le Moyen-Orient. C'est laid, très laid, ça revient beaucoup trop de fois dans le film, mais j'avoue trouver ça assez comique, de voir un trope typiquement américain retourner contre les États-Unis. Maintenant qu'ils sont libres, nos personnages tentent de retourner à leur honnête vie. Mais l'amant pathétique se fait plaquer, le pauvre père divorcé se fait pourchaimer, le comic relief pervers fait des trucs de comic relief pervers, le cerveau de l'opération voulant sauver sa femme malade prend soin de sa femme malade, et ils se retrouvent donc tous plus décidés que jamais de lancer le casse. On arrive finalement à la préparation du braquage, et déjà 1 heure de film est passée. 1 heure. 1 heure, ma foi, plutôt divertissante, ce qui passe assez rapidement, mais scénaristiquement abyssale. L'équipe se prépare, s'équipe en munitions, va acheter des explosifs chez un Pakistanais musulman qui fait une blague sur les attentats en Inde et il le tue, comme ça, sans sommation. Et surtout sans que le film n'opte pour un réel parti pris. Ok, on sait qu'on suit des hors-la-loi, mais la plupart sont présentés comme des victimes innocentes du système. Et là, d'un coup, ils se découvrent meurtriers au nom du radicalisme national et tout va bien. Surtout que la scène n'a absolument aucun impact sur le reste du récit. C'est juste de la violence gratuite, vulgaire, comme ça. On enchaîne rapidement avec la longue scène de casse qui se transforme assez rapidement en fusillade acharnée contre la police. Et vous vous souvenez dans le film de Tarantino, quand au détour d'un dialogue, on sous-entend que tu es un flic, ça compte pas comme tu es une vraie personne ?
Disons que dans Kanté, Sanjay Gupta décide de l'illustrer puissance 1000 avec un massacre en bonne et due forme. C'est pour le coup étrangement irrévérencieux, sale gosse, improbable dans la façon de filmer l'action à l'époque en Inde, mais surtout, il y a une vraie fascination morbide pour la violence, qui place le spectateur dans une étrange ambiguïté. Si on est censé le prendre comme un truc pulp méchant et régressif, ça manque clairement d'iconisation, d'extravagance jouissive. Si on doit comprendre que nos personnages sont monstrueux, alors ça annihile totalement l'envie d'empathie du dernier tiers. Et si le but était juste de faire une œuvre amorale et en colère, eh bien là encore, toutes les parties sur la vie de famille, l'amour des proches et tout le reste ne servent à rien. En soi, je dirais que cette fusillade est probablement ce que le film réussit de mieux, mais dans l'écriture, ça n'a pas de sens par rapport au reste du récit. Et après 1h30 de récit, on arrive enfin dans le dépôt où se passait quasiment toute l'intrigue de Reservoir Dogs. Comme chez Tarantino, les personnages arrivent progressivement, les doutes émergent et on commence la chasse aux traîtres. Et là, résumons la situation. Pour être tout à fait honnête, la partie huis clos fonctionne plutôt bien, en mode série B efficace. Mais apparaît très vite un autre souci, Sanjay Gupta décide de faire sortir ses personnages en bande pour bien casser la tension du huis clos et étirer l'histoire jusqu'à 2h30 de film. Ça fait séquence émotion qui ne prend pas, danse misogyne vulgaire numéro 3, 4 ou 5, je sais pas, j'ai perdu le compte. Le cerveau des opérations incarné par Amitabh Bachchan perd sa femme, et c'est ballot, c'est vraiment le seul pour qui on avait un peu d'attache émotionnelle, et vu qu'il se fout désormais de vivre ou mourir, ça casse un peu la tension. Méga impasse mexicaine, satire, tout le monde meurt, sauf le hacker, qui s'était subtilement barré au milieu de la bagarre. Et sérieusement, voir s'en sortir le personnage le plus transparent du lot, c'est assez frustrant. Fin. Alors, que dire de Kanté ? Le film essaie d'avoir un propos sur la vie des Indiens à l'étranger. We Indians, what do we have? Nothing. Nothing but police records. Il essaie d'être pertinent à la fois pour le public occidental, en plaçant l'intrigue à Los Angeles, dans un contexte qui nous est familier, mais aussi pour le public indien. Mais voilà, malgré quelques idées franchement intéressantes, Sanjay Gupta se perd avec des failles d'écriture monumentales et des moments de mise en scène hallucinants, et pas dans le bon sens du terme. L'écriture des personnages laisse souvent à désirer, notamment ce sidekick absolument insupportable, qui est paradoxalement le plus tarantinesque du lot, à la fois outrancier, vulgaire, immoral, mais prouvant bien que la formule cool et pulp de Quentin Tarantino fonctionne grâce à une justesse et à un équilibre bien plus complexe qu'on ne pourrait le penser. D'ailleurs, c'est bien un des problèmes de Kanté. Tout le film semble crier qu'il est cool, à base de ralentis, de poses badass, de punchlines éclatées, d'effets ultra marqués et d'une fascination morbide pour la violence. Jusqu'au délire méta, là encore très appuyé. Mais ça ne prend jamais vraiment. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce film ? Pourquoi je considère malgré tout que c'est un remake intéressant ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à mes yeux, Kanté représente parfaitement la crise identitaire de Bollywood à l'aube des années 2000. C'est un cinéma qui ne savait plus s'il voulait être traditionnel, alors qu'il sortait de 2 décennies très compliquées en termes de qualité de contenu et de box-office, ou s'il voulait faire du sous-Hollywood. D'ailleurs, pendant quelques années, on aura du sous Fast and Furious, du sous American Pie, du sous Scream, du sous à peu près tout ce qui se vendait à l'époque. Et pourtant, c'est cette période compliquée et remplie de films hybrides façon monstre de Frankenstein d'une pop culture en crise identitaire qui préparerait le terrain pour la nouvelle vague de cinéma indien qui arrivait. Un cinéma absolument passionnant qui s'affirmerait vers 2006-2008 et qui aboutirait à ce qu'on a aujourd'hui. D'un côté, des blockbusters typiquement indiens, parfois même très traditionnels, mais à l'ambition internationale de faire du grand spectacle. Et puis aussi des films indépendants ultra énervés qui cassent tous les codes et avec une envie de sale gosse de taper sur tout le monde. Alors oui, Kanté est souvent moche. Oui, il en fait beaucoup trop. Et oui, c'est écrit à la truelle. Mais je suis sûr que le film m'aurait passionné si je l'avais découvert à 14-15 ans.
C'est un film d'ado d'une industrie qui était en train de vivre une sorte de transition adolescente avant de retrouver une nouvelle direction qui lui était propre. Un film qui n'a aucune base technique, mais qui copie ce qu'il a trouvé de cool chez les autres. Et là où l'amour de la réadaptation chez Gupta virerait de plus en plus vers la malhonnête et crasse dans ses films suivants, on sent encore à ses débuts une vraie passion, une vraie envie de faire comme les autres par amour du cinéma, d'apporter en Inde quelque chose que personne n'avait vu à l'époque et que personne ne faisait. Et puis surtout, je reste persuadé que le film peut être intéressant même pour quelqu'un qui ne connaît rien au cinéma indien. J'en tiens pour preuve que Quentin Tarantino lui-même apprécie énormément le film, au point de l'avoir diffusé à son New Beverly Cinema de Los Angeles dans un triple programme après Reservoir Dogs et City on Fire. Plus encore, il a décrit Kante comme étant le film qu'il préfère de toutes les œuvres inspirées par son cinéma. Dans ce qu'il aime du film, Tarantino cite notamment le fait de développer le contexte et la personnalité de l'équipe. Il explique qu'il a écrit tout un pan d'histoire pour chacun des personnages de Reservoir Dogs, même si le public ne le voit jamais à l'écran. Une façon pour lui de faire vivre mentalement ces personnages, de les développer, les rendre plus crédibles. Voir donc un cinéaste assumer pleinement ce développement et y consacrer un bon tiers de récit lui semble être une approche franchement intéressante. Et puis, il y a autre chose. Une question que je me pose depuis que j'ai lu tout le bien que Quentin Tarantino pense de Kante. Et si, pour réinterpréter le cinéma ultra référencé de Tarantino, il ne fallait pas justement un cinéaste copiste qui partage son goût du clin d'œil, même si cette fois c'est trop appuyé, plus malhonnête, plus balbutiant. Ça reste un film de cinéphile, d'amoureux du cinéma. D'autant que Kante a ce côté série B pulp qui passionne Tarantino. On parle d'un réalisateur qui cite en inspiration les classiques de Sergio Leone au même titre que De Niro contre Frankenstein, les frissons de l'angoisse à côté d'Apocalypse Now, ou Dogville à la même enseigne que Team America World Police. Dans sa perception même du cinéma, le vulgaire et le mauvais goût ne semblent pas condamnés à être relégués derrière une approche plus noble, plus autorisante. Et ça tombe bien, parce que Kante est sacrément tape à l'œil, vulgaire sous plein d'aspects, mais qu'en allant piocher dans Reservoir Dogs, et aussi un peu dans Usual Suspects au passage, ainsi que dans le cinéma hongkongais, c'est un film hybride. Un étrange objet qui brouille toujours les pistes entre série B et grand polar, entre transgression salvatrice et mauvais goût idiot. En somme, un film qui aurait parfaitement eu sa place sur une étagère de vidéoclub dans les années 80 et 90. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était le tout premier épisode de Deuxième Prise. J'espère que ce concept de comparer des remakes va vous plaire. N'hésitez pas à voter en commentaire si vous voulez d'autres épisodes, à me dire ce que vous en avez pensé. Vous connaissez le reste, abonnez-vous, pouce vers le haut, vous pouvez me soutenir, etc. etc. On se retrouve très bientôt.